Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous présenter mon deuxième point lecture pour le mois de novembre. Aujourd'hui j'ai encore une fois pas mal de titres à vous présenter puisque je vais vous parler de 7 romans ainsi que 5 titres graphiques, donc on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord j'ai lu le roman Méduse par Martine Desjardins qui est publié aux éditions de La Talente. On est ici sur un roman contemporain qui est écrit par une autrice québécoise. Dans ce récit-là on suit l'histoire d'une jeune fille qui est surnommée Méduse. Elle a une difformité, une étrangeté, quelque chose d'absolument affreux chez elle et c'est son regard. Au point qu'elle a toujours vécu avec les yeux bandés parce que son regard était vraiment trop outrageant, trop terrible pour être exposé à la vue de tous. Elle va finir par entrer en tant que bonne dans une sorte de grand pensionnat avant qu'on lui propose de devenir elle-même une pensionnaire. Dans ce pensionnat, il y a pas mal de jeunes filles qui ont pour certaines justement des particularités physiques, mais surtout ce sont des jeunes filles et des pensionnaires qui sont là pour assouvir les fantasmes d'hommes influents. Ces hommes sont donc directement en lien avec la dirigeante de ce pensionnat et ils demandent certaines de ces filles pour des jeux, comme ils les appellent. On a vraiment toutes sortes de choses, il y a aussi bien des choses d'ordre sexuel forcément, mais également d'autres qui prennent plaisir à gaver quelqu'un, à le chatouiller, à lui faire du mal, enfin voilà, plein de choses différentes. Et Méduse va se retrouver dans tout ça. On est donc sur un récit qui est quand même particulièrement dérangeant et malsain, qui traite vraiment des perversités et de ce qui se passe lorsqu'on laisse cours à ces perversités et qu'on leur permet de s'exprimer et de pouvoir s'assouvir. Je peux pas dire que c'est un récit que j'ai particulièrement apprécié parce que c'est quand même assez dérangeant à la lecture. Par contre, c'est un titre qui est bien écrit et qui se lit facilement. Puis j'ai trouvé que le personnage de Méduse était finalement pas si intéressant que ça à suivre. Sur une réécriture vraiment très éloignée du mythe de Méduse, même si on retrouve certains codes, voilà, ça se passe pas du tout à l'époque de la Grèce antique ou quoi. Je suis contente de l'avoir découvert parce qu'il m'intriguait, mais c'est pas un titre que je vais garder. Ensuite, je me suis lancée dans le premier tome du cycle des secrets par Manon Fargeton qui s'appelle donc Les Marches des Géants et c'est un titre que j'avais super envie de découvrir puisqu'il s'agit du retour de Manon Fargeton en fantasy. Pour ma part, j'attends depuis des années son retour en fantasy adulte parce que j'ai vraiment énormément apprécié ces deux titres, donc Les Illusions de Saveloire et le premier L'Héritage des Rois Passeurs. Donc ici c'est un retour mais cette fois-ci en fantasy young adulte à destination adolescente. Et c'est un titre que j'ai vraiment bien apprécié, c'est pas un titre qui a été complètement à la hauteur de mes espérances pour être très honnête, mais c'est un titre qui je trouve est très prometteur pour la suite. On est donc ici sur une série de fantasy dans laquelle il y a une magie qui est tirée des secrets. On a un groupe de mages qui vivent depuis des décennies et des décennies, même plusieurs centaines, milliers d'années, et qui se nourrissent du poids des secrets. Et dans tout ça, on va suivre nous l'histoire d'une héroïne qui s'appelle Laura et qui se retrouve tirée au sort pour être une des représentantes lors d'une sorte de sénat qui existe dans cet univers-là. Tout le clan des marins la regarde d'un très mauvais œil parce que c'est une jeune fille qui fait partie du clan des marins mais qui a toujours vécu à terre et donc ils estiment qu'elle ne peut pas bien les représenter, qu'elle n'est pas la personne qui était nécessaire. En plus de ça, c'est juste une adolescente qui vient tout juste d'avoir l'âge requis pour pouvoir être élue, pour pouvoir être tirée au sort. Et donc on va suivre toute cette histoire qui est donc une histoire qui est très fondée sur les complots, les secrets, les intrigues politiques. Et pour ma part, c'est le style d'histoire que j'aime vraiment bien. Là où je dis que ça a été une petite déception, c'est que ce tome 1, c'est vraiment un tome qui est très introductif. Donc voilà, c'est très prometteur pour la suite, mais en tant que tel, je peux pas dire que ça a été un coup de cœur. J'attends la suite avec grande impatience, je crois qu'elle devrait sortir assez rapidement. Pour ma part, je préfère vraiment les tomes de série qui comportent une histoire à part entière et qui se suffisent en quelque sorte à eux-mêmes, où on a envie de connaître la suite et de continuer, mais qui apportent déjà leurs propres intrigues et les concluent, et c'est pas forcément le cas ici, mais pour autant très prometteur. Ensuite, je me suis lancée dans le tome 4 de Anne de Green Gables par Lucy Maud Montgomery et c'est une série que j'aime vraiment toujours autant. Dans ce tome 4, on est sur un tome à la narration un petit peu différente de d'habitude puisqu'on va pas directement suivre l'histoire de Anne Shirley, cette orpheline qu'on a découvert au départ enfant et puis qu'on suit au fur et à mesure des années et qui est maintenant une jeune femme qui a un poste dans une école. Ce tome-ci, la narration est assez différente, on est presque sur un titre épistolaire puisque à peu près 80-90% du récit est composé de lettres que Anne écrit à un personnage masculin qui prend son importance au fil du récit, mais je ne veux pas vous spoiler si vous n'avez pas encore commencé la série, mais voilà, celui qui deviendra son mari et son prétendant, ils sont déjà fiancés depuis
le tome précédent. En tout cas, c'est toujours un plaisir de retrouver Anne, même si cette narration épistolaire s'attarde un petit peu moins sur les sentiments des autres personnages et que je préfère la narration classique, mais d'ailleurs c'est celle qu'on retrouve à partir du tome 5, puisque à l'heure où je tourne la vidéo, je viens de lire le tome 5. Donc voilà, en tout cas c'est vraiment une série que je continue à vous recommander très chaudement, et j'ai hâte de lire la suite, puisque là on arrive à la fin des parutions avec les tomes 7 et 8 je crois. On est toujours vraiment sur ces éditions qui sont absolument superbes chez Monsieur Toussaint Louverture. Ensuite j'ai lu en version audio un petit classique jeunesse, à savoir Sacrée Sorcière par Roald Dahl, que je voulais lire pour cet automne forcément. C'est un titre que j'ai plutôt bien apprécié, même si j'ai trouvé qu'il y avait certains défauts également. Dans ce titre-là, on est donc sur l'histoire d'un petit garçon qui a toujours entendu dire par sa grand-mère qu'il fallait absolument se méfier des sorcières, qu'elles peuvent se cacher sous la peau de n'importe quelle femme, mais qu'elles détestent les enfants et que leur but c'est de les tuer. Voilà. Ce petit garçon se retrouve suite à toute une série d'événements pas très sympathiques dans un grand hôtel, et en fait il s'avère que les sorcières se sont réunies, ont fait leur conclave de sorcières dans cet hôtel là cette année, et qu'il va assister à tout ça et qu'il va assister à leur réunion par erreur. Et ces sorcières ont un nouveau grand plan pour exterminer les enfants que notre petit garçon va donc découvrir et essayer de faire en sorte que ça n'arrive pas. Ce que j'ai bien aimé dans ce récit-là, c'est que Roald Dahl, en fait, dans ses récits, même si c'est des récits pour enfants, ne ménage pas forcément ses jeunes lecteurs, et il y a vraiment un côté irréversible dans ce qui se passe, donc c'est-à-dire qu'il y a des choses pas chouettes qui se passent dans le récit, et à la fin, ça n'est pas résolu. Voilà. À la fin, il y a une vraie fin, mais les choses néfastes qui se sont passées ne vont pas revenir en arrière, elles restent telles qu'elles sont. Et même si les personnages apprennent à trouver des choses positives dans les événements négatifs qui se sont passés, eh bien ça ne revient pas en arrière. Donc ça, c'est vrai que ça change un petit peu des récits jeunesse qu'on peut avoir l'habitude de lire, et que c'était plutôt sympathique. Après par contre, il y a pas mal de choses qui sont assez clichés dans ce récit-là. Roald Dahl était quand même connu pour être quelqu'un de particulièrement antisémite, et c'est vrai que ça se ressent un petit peu dans ses descriptions des sorcières qu'il peut faire. Pour ce qui est de la lecture audio en tant que telle, c'est une lecture audio qui est très vivante et très immersive, mais parfois presque un petit peu trop exagérée, un petit peu trop caricaturale dans le récit. En tout cas pour ma part, par rapport à ce que j'aime écouter comme livre audio, ça aurait peut-être été bien de garder quelque chose de dynamique et prenant, mais d'un petit peu plus sobre. Ensuite, je suis retournée dans la fantasy avec Trois coracles cinglés vers le couchant par Alex Nikolavitch. C'est un titre que j'avais depuis super longtemps dans ma pile à lire, puisque j'avais participé à la campagne de financement des moutons électriques et que donc je l'avais reçu à sa sortie, voire même en avant-première, en sachant qu'il est sorti donc en 2019. Voilà, je me suis donc enfin lancée. On est ici sur une réécriture des légendes arthuriennes, et plus exactement une réécriture autour du personnage d'Uther Pendragon. Dans ce récit-là, on suit vraiment toute son œuvre, tout son accomplissement pour essayer d'unir les différentes tribus, etc. C'est un récit que j'ai plutôt apprécié suivre. J'ai été surprise par la fluidité du récit. Je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de beaucoup moins fluide à lire, surtout que les moutons électriques ont généralement quand même des écritures qui sont très travaillées. En l'occurrence, c'était très fluide. Par contre, j'ai un gros souci avec ce récit-là, c'est que ce soit au fur et à mesure de ma lecture ou maintenant, je n'en ai quasiment rien retenu. Au fur et à mesure que je lisais ce qui se passait, je voyais que je ne retenais vraiment pas grand chose, donc je me souviens très vaguement de certaines choses qui peuvent se passer dedans, mais voilà, clairement c'est un titre qui est un peu rentré par une oreille et sorti par l'autre, rentré par les yeux et ressorti par je sais pas où du coup. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez lu, c'est pas forcément un titre qu'on a tellement vu passer, donc je serais curieuse d'avoir des retours dessus pour savoir si je suis la seule à avoir eu ce sentiment. Après ça, j'ai lu le tome 2.5 de Skyward, à savoir Les Missions Stellaires par Brandon Sanderson, qui est publié aux éditions du Livre de Poche. En fait, j'étais assez contente de ne pas encore avoir lu le tome 3 de Skyward, donc qui s'appelle Cytonic et qui était sorti à l'automne dernier, puisque du coup ça m'a permis de lire celui-ci qui est sorti cet automne auparavant, et vraiment je vous conseille très grandement de faire ça dans cet ordre-là, sinon vous allez être complètement paumé à la lecture de Cytonic, et ça a été le cas d'ailleurs de pas mal de lecteurs qui du coup l'ont pas particulièrement apprécié. Pour ce qui est en fait de ces missions stellaires, on est sur ici une intégrale de 3 titres qui sont publiés individuellement en anglais et qui je crois ont ensuite été regroupés dans une intégrale. C'est les 3 titres qui s'appellent donc Sunreach, Redown et Evershore. C'est vraiment important de les lire dans cet ordre-là, puisqu'en fait c'est vraiment une histoire continue qui est séparée en 3 parties, puisqu'elle est séparée entre 3 narrateurs différents.
On suit en fait tour à tour 3 personnages qui font partie de la série Skyward et qui sont parmi les personnages qui gravitent autour de l'héroïne Spensa. C'est vraiment des événements qui se passent entre le tome 2 et le tome 3 ou en parallèle du tome 3 et qui permettent de comprendre ce qui se passe en parallèle de ce que Spensa vit, puisque Spensa est assez isolée des autres, c'est le moins qu'on puisse dire. Pour ceux qui connaissent la série, on suit donc FM, puis Alanik, puis Jorgen. Pour le coup, c'est pas traduit par Mélanie Fazi, qui est la traductrice récurrente de Brandon Sanderson, mais par quelqu'un d'autre. Et du coup, c'est pas traduit par la même personne que la série Skyward, mais j'ai pas du tout trouvé que ça se ressentait. Je pense que ça a vraiment été calqué sur le travail qu'avait fait Mélanie Fazi pour le reste, aussi bien en termes de vocabulaire qu'en termes de ton général dans l'écriture. Pour ce qui est de la série Skyward dans son ensemble, c'est donc une série dans laquelle on suit l'histoire de Spensa, qui est une jeune femme qui est passionnée par les étoiles. Elle vit sur une planète qui est vraiment complètement mise à l'écart, qui a été coupée du monde, sur laquelle les humains se sont retrouvés un petit peu à se réfugier sans trop en avoir le choix, et ils subissent très régulièrement des attaques de vaisseaux spatiaux ennemis. Spensa rêve de devenir pilote de vaisseau comme c'était le cas de son père, sauf que son père est considéré comme étant une sorte de traître et qu'elle va devoir apprendre un petit peu tout ce qui s'est passé. Mais globalement c'est une série de SF plutôt à destination young adulte ou adulte, on est un petit peu sur la frontière entre les deux, avec des combats de vaisseaux spatiaux, etc. Et c'est super chouette. C'est également une série qui est super intéressante sur les relations entre les différents peuples, puisque c'est vraiment quelque chose qui est très très creusé à partir du tome 2. Mais voilà, en tout cas pour ces missions stellaires, pour ma part, je les ai vraiment appréciées et elles sont vraiment nécessaires à la série. C'est presque dommage que ce soit hors série, et d'un autre côté, c'est vraiment pas la même narration que le reste de la série, donc je comprends pourquoi c'est à part, mais c'est vraiment des éléments clés pour la compréhension générale, donc voilà, ne passez pas à côté si vous voulez lire la série Skyward. Pour terminer, côté roman, je me suis enfin lancée dans la lecture des Rois Maudits par Maurice Druon. C'est un titre que j'avais envie de lire depuis très très longtemps et que j'avais acheté en intégrale papier il y a déjà un moment. Entre temps, ils sont tous sortis en version audio chez Audiolib et c'est donc par ce format là que j'ai décidé de me lancer dedans. Aujourd'hui, je vais donc vous parler uniquement de ma lecture du premier tome et de mon introduction dans la série, mais j'ai continué depuis et je suis actuellement en train d'écouter le tome 4. Pour ce qui est de la série des Rois Maudits, Maurice Druon en fait s'est lancé dans une grande recherche accompagnée de nombreux collaborateurs pour écrire une histoire qui traite de différents règnes de rois de France et de toute une histoire de descendance avec les Capétiens, etc. Ça commence donc pendant le règne de Philippe le Bel, qui était un roi très admiré, très dur. On dit comme phrase, sous son règne, la France était grande et les Français malheureux, puisque comme son surnom l'indique, le roi de fer, c'est un roi qui était très dur et qui gouvernait vraiment d'une main de fer. Donc voilà, pendant le premier tome, on suit vraiment la fin du règne de Philippe le Bel, puisque ce tome s'achève avec son décès. Et ensuite, on va suivre l'histoire de toute sa descendance sur le trône de France, en sachant que ça va être assez compliqué, puisqu'ils vont se retrouver dans pas mal de galères. Pendant le règne de Philippe le Bel, il y a plusieurs affaires différentes qui vont éclater et notamment l'arrestation de Templiers. Et ces Templiers sur le bûcher vont déclarer que les rois de France seront tous maudits jusqu'à la 7e génération. Et finalement, eh bien, c'est de là dont vient le titre des rois maudits et on va suivre toute cette histoire ensuite avec tout ce qui va se passer et effectivement toutes les galères qui vont suivre pour la descendance au trône. On est sur une histoire qui est inspirée de faits historiques réels, mais pour autant il y a quelques libertés qui ont été prises par Maurice Druon afin d'en faire une histoire romancée, et c'est un roman qui est assez réputé parmi les amateurs de fantasy puisqu'effectivement ça en reprend beaucoup de codes avec toutes les intrigues politiques, etc. Mais pour autant on n'est pas du tout sur un titre avec un aspect imaginaire ou quoi, si ce n'est si on considère cette malédiction comme étant quelque chose d'imaginaire. Pour ce qui est de ce tome 1 en particulier, je dois dire que c'est pas forcément le tome qui m'a le plus plu. Je pense que pour l'instant c'est celui que j'ai le moins apprécié lire parce que c'est celui dans lequel j'ai eu le plus de mal à me repérer entre tous les différents personnages, et à force de lire les différents tomes, voilà, je m'y repère beaucoup mieux. Depuis le tome 2, je m'y repère beaucoup mieux. Pour autant ça m'a quand même rendu curieuse de continuer et je suis contente du coup d'avoir continué puisque j'apprécie vraiment la suite de ce que j'écoute. Au niveau du style d'écriture, c'était donc des titres qui sont sortis il y a déjà pas mal d'années de ça, mais pour autant je trouve que c'est vraiment très moderne. On ne ressent pas du tout les années qui ont passé depuis l'écriture de ce récit-là, d'autant plus que c'est un roman historique, donc voilà, dans tous les cas il y a un style d'écriture qui est propre au roman historique et qui du coup vieillit forcément mieux. Après j'ai quand même trouvé quelques longueurs dans ce récit-là. Par contre pour ce qui est de la version audio, elle est vraiment top, c'est super bien fait. Si vous avez envie de découvrir les Rois Maudits, je ne peux que vous encourager à le faire dans la version audio. Pour ma part je les écoute donc par Nextory, d'autant plus qu'ils sont assez courts, donc les crédits audio Nextory permettent d'en écouter plusieurs par mois. J'en ai donc terminé côté roman et on va pouvoir passer côté graphique. Tout d'abord j'ai lu le tome 2 de Lou Sonata par Julien Nil.
Pour ma part, Lou, c'est une série que j'ai découverte alors que j'étais au collège, à peu près au moment de la parution du tome 3 je crois, donc c'est vraiment une série qui est très chère à mon cœur. Après je dois dire que mes tomes préférés c'est vraiment les premiers jusqu'au tome 5, j'aime énormément le tome 5 qui est un petit peu vraiment la transition dans l'adolescence. Le tome 6 est assez particulier, c'est bien connu de la part de tous les lecteurs de Lou, et puis ensuite donc on a la suite de la série. Et pour ce qui est de Lou Sonata, on suit donc Lou alors qu'elle commence ses études, elle a fini son lycée et donc on la suit dans sa vie de jeune adulte. Les tomes de Lou Sonata sont beaucoup plus longs, ils font à peu près 140 pages contre une cinquantaine pour les premiers tomes. Le style de graphisme a également un petit peu évolué, on est sur un style dans lequel il y a beaucoup plus de détails avec des planches qui sont beaucoup plus fournies et une colorisation qui est un petit peu plus pastel. Je dois dire que pour ma part je préférais plutôt l'ancien style des Lou et c'est aussi pour ça que j'aime énormément le tome 5 Laser Ninja parce que je trouve qu'il a vraiment une identité visuelle. Dans ce deuxième tome, Lou et ses amis se retrouvent à installer et à créer de toutes pièces un immense festival de musique et qui décident d'installer à Mortebouse, le village de la grand-mère de Lou qu'on découvre dans les tomes de la série principale. Et on va donc suivre tout ça, toute son installation, etc. C'est comme toujours un tome qui est très centré également sur les émotions de Lou, surtout les questionnements qu'elle peut se poser. Elle se pose beaucoup de questions par rapport à sa vie justement de jeune adulte, de savoir ce qu'elle a envie de faire, de savoir si elle veut faire des études ou pas, qu'est-ce qu'elle veut étudier, etc. Mais j'ai trouvé ça un petit peu dommage parce que finalement dans ce tome-là, on retrouve vraiment tous les personnages de la série et ça fait vraiment très plaisir de voir tout le monde, mais ce tome est vraiment concentré sur les émotions et sur ce qui est en train de vivre Lou uniquement. Et puis également, même s'il y a cette histoire principale du festival de Mortebouse, on est finalement sur un tome qui est un tome de transition dans une trilogie puisque Sonata sera terminé avec le tome 3 et que ce tome 3 nous réserve a priori de nous amener enfin plein de réponses qu'on attend et qu'on nous laisse miroiter surtout depuis le début de Sonata. Donc voilà, a priori on va enfin avoir certaines rencontres etc. qu'on attend, mais ce sera pour le tome 3. Donc vous l'aurez compris, c'est une série que je continue à lire parce que j'ai un très fort attachement pour elle, mais pour autant la magie n'opère plus comme c'était le cas avec les premiers tomes de mon côté. Ensuite, j'ai lu Le Bois sans dessus, dessous et autres histoires contées par Clémentine Ferry et Sanoé. C'était l'un des titres également de ma pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge puisqu'on est sur un petit récit qui se passe dans un bois dans lequel on va suivre en fait 10 contes autour de petits animaux qui vivent des histoires et le tout est parsemé d'illustrations de Sanoé en noir et blanc, certaines fois des petites illustrations comme ça et puis d'autres fois des pleines pages. C'est des récits qui sont tout mignons, c'est très court, ça se lit très rapidement et c'est vrai qu'on aimerait en voir un petit peu plus. C'est tout mignon mais voilà, je sais pas forcément si j'irai acheter les autres tomes de la série puisque pour l'instant il y en a 2 autres. Vous passerez un bon moment avec, ça il n'y a aucun doute dessus, mais je sais pas si ça m'a suffisamment plu pour que j'aille continuer la suite, que j'aille acheter la suite. Ensuite j'ai lu le roman graphique qui s'appelle 60 printemps en hiver par Aimé de Jong et Ingrid Chabert. C'est un titre que j'avais très envie de lire depuis sa sortie, que j'avais vraiment repéré. C'est un titre avec un style graphique qui est très propre et qui est assez typé, donc c'est pas forcément ce qui plaira le plus à tout le monde. Moi de premier abord c'est pas forcément ce qui me parle le plus comme style graphique, mais pour autant je trouvais que ça accompagnait très bien le récit. On est donc sur le récit d'une femme qui fête ses 60 ans et qui décide de tout plaquer, de dire ciao à son mari, de faire ses valises et d'aller s'installer dans une caravane pour vraiment vivre sa vie comme elle l'entend et plus comme on attend qu'elle la vive. Avec tout ça, elle va faire différentes rencontres et notamment la rencontre d'une femme avec laquelle elle va avoir une histoire et c'est vraiment un récit que j'ai beaucoup apprécié dans lequel on a vraiment toute cette histoire de ce changement de vie, de choisir de vivre sa vie pour soi-même. Après c'est un récit qui comporte quelques rebondissements que je n'attendais pas forcément. Donc voilà, j'ai vraiment bien apprécié. Le style de dessin alterne entre des passages qui sont plus sombres et des passages qui sont plus colorés, un petit peu à l'image des choses sombres et des choses plus joyeuses que notre héroïne va devoir traverser. Après dans l'ensemble, je dois dire que c'est un titre que j'aurais pensé et que j'aurais aimé apprécier davantage parce que par rapport aux thématiques etc. qui sont abordées, je pense que ça aurait vraiment pu être un récit particulièrement touchant et malheureusement ça n'a pas complètement été le cas pour moi. J'ai passé un bon moment avec, mais voilà, ça reste un petit peu sans plus et j'aurais aimé qu'il y ait ce truc en plus qui fasse que je l'apprécie parce que pour moi je pense qu'il y avait pas mal d'éléments qui étaient là pour que ça fonctionne encore plus avec moi. Ensuite j'ai lu le tome 6 de Magus of the Library, je vais pas trop m'éterniser dessus mais on est sur l'histoire donc de Shio qui est un jeune garçon qui vient d'un peuple qui n'est pas forcément très mis en avant et qui n'est pas forcément très bien considéré et qui est un grand amoureux des livres alors que sa condition sociale ne s'y prête pas. Il va décider de passer les concours afin de devenir bibliothécaire à la grande bibliothèque qui est vraiment voilà, l'endroit parfait pour tous les amoureux des livres. Et c'est une grande bibliothèque pour laquelle les concours sont ouverts à toutes les castes et à tous les différents peuples
et c'est quelque chose d'assez exceptionnel et d'assez unique dans ce royaume dans lequel les différents peuples ne vivent pas forcément en très bonne harmonie. On suit donc toute son histoire, au début tous les concours d'entrée, etc. et puis maintenant sa vie en tant qu'apprenti bibliothécaire. C'est une série que je prends toujours plaisir à lire, même si je trouve que l'intrigue principale n'avance plus beaucoup depuis quelques tomes, et c'est souvent le reproche que j'ai à faire dans les séries de manga qui sont un petit peu longues. Ce tome 6 pour l'instant c'est le dernier qui est publié, mais c'est vrai que je trouve que ça traîne un petit peu des pieds dans ces derniers tomes que j'ai pu lire. On est sur des tomes qui se concentrent beaucoup plus justement sur les relations entre les différents peuples et à travers ça les relations entre les différents élèves. Et même si c'est quelque chose que je prends plaisir à suivre et que j'aime toujours énormément le style graphique de Magus of the Library, qui a des dessins très fouillés, très détaillés et très précis, et vraiment c'est un style graphique que moi j'adore. Mais voilà, je trouve que ça traîne un petit peu en longueur et j'aimerais bien que ça s'accélère un petit peu. Il y a certaines choses qui avaient été évoquées dans des tomes précédents et dont on n'a pas du tout entendu parler depuis. Je ne sais pas combien de tomes seront prévus étant donné que la série est toujours en cours de publication en VO également. Et donc pour terminer mon mois de novembre, je me suis lancée dans cet énorme pavé, cette grosse bricasse. C'est un roman graphique qui s'appelle donc Les Trompettes de la Mort et qui est écrit par Simon Bournel-Bosson. Et j'ai complètement craqué sur ce style graphique lors du dernier salon de Montreuil, donc pas celui de cette année mais celui de l'année dernière. Je l'avais donc acheté il y a à peu près un an. Dans cette histoire-là, on suit donc un petit garçon, sa mère est partie et son père est assez déboussolé, il ne sait pas très bien quoi faire, il doit gérer pas mal de choses et il décide donc d'envoyer son fils chez ses parents qui vivent à la campagne, vraiment en bordure de forêt et assez isolé. Sa grand-mère s'occupe vraiment de lui, c'est une grande cuisinière, elle l'envoie chercher des champignons, etc. Et par contre son grand-père c'est quelqu'un de très taciturne, c'est un chasseur qui collectionne un petit peu les trophées de chasse. Et on va suivre finalement toute leur histoire. On est sur un récit qui a une dimension fantastique puisqu'il va y avoir un basculement dans le récit et finalement ça parle des relations familiales et également des relations entre les hommes et la nature. C'est un titre qui avait des choses intéressantes à dire, mais c'est vrai que par rapport aux thèmes qui sont abordés, pour ma part j'aurais préféré que ce soit abordé d'une manière un petit peu plus directe et moins à travers des métaphores, etc. et tout l'aspect fantastique qu'il y a. On est sur un titre qui est quand même assez sombre dans son histoire. Et je m'attendais pas forcément à ça et j'ai été assez surprise également par l'effet un petit peu de boucle qu'on retrouve à l'intérieur du récit. C'est un récit pour lequel c'est très compliqué de vous en parler, je sais pas très bien quoi vous en dire, je vous avoue. Voilà, en gros on part sur une partie de chasse qui va tourner à quelque chose de différent et de pas très chouette. À la fois une partie de chasse et une cueillette des champignons, donc voilà ce côté dans la forêt, une histoire avec un cerf, etc. Et un grand-père très taciturne et qui n'arrive pas à communiquer avec son petit-fils. Pour ce qui est du style graphique, j'aime vraiment bien le trait de dessin. Au niveau des couleurs, on est sur quelque chose d'assez particulier puisqu'en fait il y a beaucoup d'ambiances différentes qui alternent. On peut avoir des planches voilà, comme celle-ci. On est à chaque fois en fait sur du monochrome ou du bichrome et ça change en fait au fur et à mesure du récit. Hop. Voilà. C'est pas forcément le style de roman graphique qui moi me parle le plus. Pour autant c'est un titre qui est vraiment intéressant et qui je pense saura trouver son public. Il propose vraiment quelque chose d'intéressant du point de vue graphique. Mais voilà, je peux pas dire que c'était complètement ma came, même si je suis contente de l'avoir enfin découvert. Sur ce, j'en ai donc fini avec ce point lecture, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces titres ou bien s'il y en a certains que je vous ai donné envie de découvrir. Et puis pour ma part, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!